On a tous déjà eu cette impression, non, de voir une pub et de se dire « Mais comment ils savaient ?» Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la pure science. Derrière chaque produit qui nous fait de l'œil, il y a une analyse super pointue de nos désirs les plus profonds. Allez, on plonge ensemble dans les coulisses de cette science qui guide mine de rien nos choix de tous les jours. Alors, voilà notre plan de match. D'abord, on va entrer dans la psychologie du consommateur. Ensuite, on va creuser pour trouver les motivations profondes derrière un achat. Puis, on verra comment les entreprises transforment tout ça en questions de recherche avec deux grandes approches. Et enfin, comment elles passent des données brutes à de vraies décisions stratégiques. C'est parti! Première étape, on va essayer de voir ce qui se passe là-haut, dans notre tête. C'est un peu le vrai champ de bataille où tout se joue, bien avant même qu'on ne pense à sortir sa carte de crédit. C'est vraiment la question 1 million. Pourquoi telle marque de café et pas une autre? Est-ce que c'est juste le hasard, ou l'habitude, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus enfoui? Eh bien, la réponse tient en un seul mot. Un concept que les pros du marketing passent leur vie à analyser. Mais le voilà, ce fameux concept, l'attitude. Notre préférence pour une marque, ce n'est pas du tout aléatoire. C'est une attitude qui est bâtie sur 3 piliers. D'abord, la cognition, ce qu'on pense de la marque, ses qualités, ses défauts. Ensuite, l'affect, ce qu'on ressent à son égard, la confiance, la sympathie. Et enfin, l'intention, ce qu'on compte faire, c'est-à-dire l'acheter, penser, ressentir, agir. C'est le trio gagnant. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle plus largement le comportement du consommateur. C'est tout le cheminement en fait, depuis le moment où on se dit « tiens, j'ai besoin de quelque chose », jusqu'à l'achat, l'utilisation et même la façon dont on s'en débarrasse. C'est ce processus hyper complexe que les entreprises rêvent de décoder. Bon, on a vu le quoi de nos choix. Maintenant, on va creuser un peu plus. On va s'attaquer au pourquoi. C'est quoi le véritable moteur qui nous met en mouvement? Là, il y a un point qui est super important à comprendre, la différence entre un besoin et un désir. Le besoin, c'est la base, c'est universel, avoir faim, avoir soif. Le désir, c'est la façon très personnelle et culturelle dont on va combler ce besoin. Par exemple, j'ai faim, c'est un besoin, je veux une pizza 4 fromages, ça c'est un désir. Et c'est là-dessus que les marques jouent. Elles ne créent pas la faim, mais elles nous donnent très envie de leur pizza. Et pour y voir plus clair dans tous ces besoins, il y a un outil ultra célèbre, la pyramide de Maslow. C'est un grand classique. L'idée est assez simple, on cherche d'abord à satisfaire nos besoins les plus fondamentaux, manger, dormir, être en sécurité. Une fois que c'est fait, on peut grimper les échelons et chercher à satisfaire des besoins d'appartenance, d'estime de soi et d'accomplissement. Une marque de luxe, par exemple, elle ne vend pas qu'un sac, elle vend un statut, elle vise directement notre besoin d'estime. Allez, on passe de l'autre côté du miroir. On a vu le consommateur, maintenant, voyons comment une entreprise comme, disons Starbucks, s'y prend concrètement pour déchiffrer tout ça. Imaginons que Starbucks songe à lancer des drive-thru en France. C'est un énorme enjeu commercial. La décision est super risquée, ça coûte une fortune. Pour limiter ce risque, ils ne peuvent pas juste se lancer en se disant « on verra bien ». Ils doivent décortiquer cette grande question en une série de plus petites questions beaucoup plus précises. Et c'est là qu'on touche à une distinction vraiment clé. D'un côté, il y a le problème managérial, qui est orienté vers l'action. On le fait ou on ne le fait pas. De l'autre, il y a le problème d'étude marketing, qui est orienté vers l'information. De quelles infos a-t-on besoin pour prendre la bonne décision? En gros, on arrête de regarder les symptômes, comme une croissance qui ralentit, et on va chercher les causes profondes, c'est-à-dire les fameuses attitudes des clients. Et ce processus-là, ce n'est pas du tout de l'improvisation. C'est une feuille de route hyper bien balisée, comme on le voit ici. On part du problème, on conçoit l'étude, on collecte les données, on les analyse, et c'est seulement à la toute fin qu'on arrive avec des recommandations claires pour aider à la décision finale. Justement, pour collecter toutes ces précieuses données, les chercheurs ont en gros 2 grandes boîtes à outils, et elles ne servent pas du tout à la même chose. D'un côté, on a le qualitatif ou quali. Là, on va discuter en profondeur avec un petit groupe de personnes pour vraiment comprendre leur motivation, le fameux pourquoi. Et de l'autre côté, on a le quantitatif, le quanti. Là, on envoie des sondages à des milliers de personnes pour mesurer des tendances, pour savoir combien de gens pensent ou agissent de telle ou telle façon. L'idéal, bien sûr, c'est de combiner les deux. Quand on a des heures et des heures d'entretien, on peut se demander comment on en tire quelque chose. Eh bien, c'est un vrai travail de détective. Comme on le voit, les chercheurs s'immergent, ils lisent et relisent, ils identifient des idées clés et les codent, un peu comme s'ils mettaient des étiquettes. Puis, ils regroupent ces codes en grands thèmes pour faire ressortir les vrais schémas de pensée. Voilà un exemple très parlant. Des phrases comme « j'étais super frustré » ou « ça m'a mis tellement en colère » vont d'abord être étiquetées avec les codes « frustration » et « colère ». Puis le chercheur va regrouper ces 2 codes sous un thème plus large comme « émotion négative ». Et c'est comme ça qu'on transforme des discussions, des mots, en informations qu'on peut analyser et utiliser. Ok, après le pourquoi, passons au combien. On passe au grand nombre. Comment les entreprises font-elles pour être sûres que les résultats d'un sondage mené auprès de 1000 personnes
sont fiables. La clé de tout, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. Évidemment, on ne peut pas interroger toute la population. Alors on choisit un sous-groupe, un échantillon, qui est censé la représenter. Et pour que ça marche, il y a des méthodes scientifiques très précises. Par exemple, l'aléatoire simple, c'est un tirage au sort pur. Le stratifié, c'est un peu plus complexe. On s'assure d'avoir la bonne proportion de chaque sous-groupe important dans notre échantillon. Et le but de toutes ces mathématiques, de toutes ces méthodes, il est en fait très simple. On appelle ça les statistiques inférentielles. C'est un peu comme goûter une seule cuillère de soupe pour savoir si toute la marmite est assez salée. On analyse les réponses du petit groupe pour pouvoir faire une prédiction fiable sur ce que pense le très grand groupe, par exemple tous les consommateurs de café en France. Cette citation de Carly Fiorina, elle résume absolument tout. Les données brutes, au fond, ce ne sont que des chiffres sur un tableur. Le vrai travail, c'est de transformer ces chiffres en informations claires, puis de transformer ces informations en une vraie connaissance du marché, quelque chose qui va permettre de prendre une décision éclairée. Et pour boucler la boucle, revenons à notre exemple de Starbucks. Grâce à la recherche qualitative, le pourquoi, il saurait ce que les Français pensent vraiment du concept du drive-thru pour un café. Et avec la recherche quantitative, le combien, il pourrait estimer le nombre de clients potentiels et le prix qu'il serait prêt à payer. Et voilà, la décision de se lancer ou non ne serait plus un simple pari, mais une stratégie basée sur des faits. Alors la prochaine fois que vous serez dans un rayon et que votre main se dirigera vers un produit plutôt qu'un autre, arrêtez-vous une seconde. Demandez-vous, est-ce que c'est juste une préférence personnelle ou le résultat final d'une stratégie et d'une science parfaitement maîtrisée ? La réponse, c'est sûr, est un peu des deux.